Tu te rappelles les Chevaliers de l'Outre Monde? Bah oui, on l'a vu il y a pas si longtemps que ça, et on le retiendra longtemps comme étant la VF la plus what the fuck de tous les temps. Tu crois pas qu'on devrait regarder Samurai Pizza Cats avant de faire cette affirmation, histoire d'être sûr de notre diagnostic? Si tu veux. Du coup, tu te rappelles Samurai Pizza Cats? Eh bien, comme je disais au début de la vidéo sur les Chevaliers de l'Outre Monde, non, je ne l'avais jamais vu avant que quelqu'un nous apporte son coffret DVD en forme de boîte à pizza. Nous sommes en train de découvrir ce bijou de la traduction française qui improvise trop par rapport à son support d'origine et que nous regardions pour faire cette vidéo quelques années après se l'être fait fournir. À notre décharge, on nous avait prévenu que cette série, il fallait la voir 2 fois, que ce serait donc un travail de longue haleine de tout visionner. Pour maintenir le rythme d'une vidéo par mois, nous sommes souvent obligés de donner la priorité à des visionnages plus rapides. Genre Yu-Gi-Oh qui fait 250 épisodes. Mais après les Chevaliers de l'Outre Monde, il n'était vraiment plus question de procrastiner. Il fallait absolument découvrir ce que c'était Samurai Pizza Cats. Et si en termes de VF absurde, ça dépasse le niveau des Chevaliers de l'Outre Monde. Et du coup, verdict? Bah désolé tout le monde, mais les Chevaliers de l'Outre Monde l'emportent. Ok, la VF de Samurai Pizza Cats regorge de blagues de quatrième mur, de références et de répliques amusantes ajoutées pour meubler les silences de la VO, mais le sens global de l'épisode reste généralement le même, la situation reste toujours globalement compréhensible, ou alors, c'est qu'elle était déjà incompréhensible en VO. Ça, c'était aussi le cas de la VF des Chevaliers de l'Outre-Monde. Enfin, ce sera aussi le cas, puisque les Chevaliers de l'Outre-Monde est plus récente. Certes, mais je sais pas si c'est parce que les Chevaliers de l'Outre-Monde m'avaient surentraîné, mais j'ai moins ressenti une différence d'état d'esprit entre la VF de Samurai Pizza Cats et sa VO, qu'entre la VF des Chevaliers de l'Outre-Monde et sa VO. L'ambiance générale de Samurai Pizza Cats est la même quelle que soit la version, même avec les changements de musique et les ajouts de blagues. Il faut dire qu'il n'y a pas de romance entre individus prépubères et polygames à censurer dans Samurai Pizza Cats. Les personnages sont majeurs et vaccinés, et le seul à être polygame ne court jamais 2 lièvres à la fois dans le même épisode. Tout au plus, certains plans suggestifs de la demoiselle en détresse attaquée par des monstres à tentacules, ou d'autres plans contenant des écritures en japonais ont été retirés et remplacés par des images recyclées. Quelques plans du narrateur venant donner des explications sur la situation aussi. Ce qui est d'autant plus absurde que, contrairement aux Chevaliers de l'Outre-Monde, la voix off qui commente l'action a été conservée en VF, et qu'on n'a pas censuré tous les plans d'explication. En d'autres termes, ce n'est pas la VF de Samurai Pizza Cats qui est moins éloignée de la VO que celle des Chevaliers de l'Outre-Monde, mais la VO qui est plus proche de la VF? Oui, c'est ça. La VO de Samurai Pizza Cats c'est à peu près la même déconnade que la VF, là où celle des Chevaliers de l'Outre-Monde était une déconnade différente. Sans compter que, déjà en VO, la série revendique d'être un gros délire qui n'a aucun sens et quasiment aucun atome de sérieux, là où celle de Monde Call Knight avait quand même une cohérence qui a été partiellement gommée par la traduction. En revanche, on ne nous a pas menti. La VF de Samurai Pizza Cats vaut de l'or, et ce dès les premières minutes du premier épisode. Y'en a assez de cette violence, il est stipulé dans mon contrat que je n'ai pas à subir les effets pervers de la concurrence sauvage. La plaisanterie assez durée, je vais téléphoner à mon avocat. Elle me pose tout de même un problème majeur, à moi qui ai écrit le script, c'est qu'elle n'est pas toujours cohérente du point de vue des noms. Certains personnages secondaires en changent à tous les épisodes. Va savoir comment je dois les désigner si je me mets à en parler. Tu décideras sur le moment, te prends pas la tête. La série ne le fait pas, elle. D'accord. Donc, notre série se passe dans un monde semblable au nôtre, mais peuplé de ce que les sous-titres de la VO appellent des animaloïdes, des robots en forme d'animaux anthropomorphisés. Il y a quand même de vrais animaux organiques dans cet univers, les animaloïdes ont besoin de batterie ou d'énergie solaire pour fonctionner, mais ils mangent quand même de la nourriture organique, leurs vêtements sont faits en métal et le métier de couturier est en fait un métier de forgeron. C'est des robots, mais il y a quand même des enfants qui visiblement grandissent, et d'ailleurs, leur design global évolue en 15 ans. Il vaut mieux pas trop se demander comment ça marche, de toute façon, c'est pas le sujet. Nous suivons le quotidien de la ville d'Edoropolis, une ville qui, a priori, ressemble au Edo du Japon de l'Eredo, sauf qu'il y a des pizzerias, un métro, un quartier de jeunes, des salles de concert... et des robots en forme d'animaux anthropomorphisés pour l'habiter. Il vaut mieux pas trop se demander comment ça marche, de toute façon, c'est pas le sujet. Edoropolis est dirigé par le Shogun, un panda du nom de Fred en VF, Yeye en VO, qui est un abruti fini. Non, je dis pas ça pour être méchante, c'est réellement un abruti fini. Il n'a jamais l'air de rien comprendre à ce qui se passe autour de lui, ne sait pas parler du tout en VO, et ne sait dire que son nom en VF.
C'est pas un abruti fini alors, c'est un Pokémon. Quoi qu'il en soit, si Edoropolis ne s'effondre pas malgré le fait d'être dirigé par un Pokémon, c'est parce qu'un conseil de grands seigneurs l'aide à gouverner, prenant les décisions importantes de la vie quotidienne, sous la présidence de la fille de Fred, une lapine du nom de Violette, ou ça en VO. Violette est une lapine alors que son père est un panda, parce que sa mère est une lapine. Il vaut mieux pas trop se demander comment ça marche, de toute façon c'est pas le sujet. Violette, mineure, ne peut pas prendre la place de son père pour gouverner, et de toute façon il vaut mieux pas, parce que c'est une sale gamine capricieuse et colérique qui n'a aucun scrupule à envoyer en exil les gens qui la contrarient. Autant dire que la paix et la prospérité dans Edoropolis ne sont assurées que par le Grand Conseil susmentionné. Or, parmi les membres de ce Grand Conseil, il y a un vieux renard, du sournois en VF, corne en VO, qui estime que la place de Shogun lui irait vachement mieux à lui qu'à l'autre Pokémon. Mais on suppose que le Shogun est Shogun de droit divin, parce qu'il ne semble pas envisageable de le destituer pour incapacité à gérer ses fonctions. Il vaut mieux pas trop se demander comment ça marche, de toute façon, c'est pas le sujet. Bref, du sournois aimerait bien être Shogun à la place du Shogun, et il n'y a vraisemblablement pas moyen qu'il le devienne par des moyens légaux. Il ne lui reste donc pas d'autre solution que de préparer un putsch pour renverser le pouvoir en place. Pour ça, il fait appel à son amant, un corbeau nommé Dekati, Gennari en VO, qui... Temps mort. Ni la VF ni la VO ne cherchent à dissimuler que les relations du sournois et de Dekati sont plus intimes qu'une simple relation d'employeur à employé. Mais ni l'une ni l'autre version ne semble arriver à se décider s'ils sont déjà ensemble, s'ils s'aiment secrètement sans le dire, si un seul des deux a des sentiments pour l'autre et dans ce cas lequel... Il vaut mieux pas trop se demander comment ça marche, de toute façon c'est pas le sujet. Et on y reviendra. Dekati, donc, est à la tête d'un clan de ninjas, les Corbeaux Guerriers, qui n'est que trop heureux de mettre au service de son maître pour organiser des insurrections régulières dans Edoropolis, à grand renfort de robots géants au chara-design tous plus improbables les uns que les autres, ayant pour seul point commun d'avoir un bec de corbeau. Régulière, ça veut dire dans chaque épisode, vous l'avez compris. C'est pas une série à suivre. Heureusement, un autre membre du conseil, un chien appelé le Seigneur Bourru, Manko en VO, a lui-même à sa disposition son propre clan de ninjas, les Samurai Pizza Cats du titre. Ainsi nommé parce que ce sont des chats, et que, quand ils ne sont pas envoyés par leur employeur rétablir la sécurité d'Edoropolis en combattant des corbeaux et des robots géants, ils sont livreurs de pizza. En VO, leur activité de pizzaiolo est une façade pour couvrir leurs activités secrètes de ninja. En VF, ils exercent officiellement les deux fonctions au grand jour. Présentons un peu ces éponymes pizza chats. Ils sont 8 en tout, une équipe principale de 3 combattants, 4 réservistes qu'on appelle quand la situation devient trop tendue ou nécessite des compétences spécifiques, et une opératrice qui supervise le tout depuis sa pizzeria. Commençons par l'équipe principale, dont on reconnaît qu'ils sont l'équipe principale parce qu'ils sont bleu blanc rouge. Les actions sur le terrain sont dirigées par le chat habillé en blanc, Toufou Touflam, Yataro en VO. Toujours en VO, il a un tic de langage, il dit tout le temps sans blague. C'est ce qui explique le titre de la série en VO, La légende des chats ninjas sans blague. C'est un épéiste hors pair et un combattant aguerri, mais il est loin d'avoir le caractère idéal qu'on attendrait d'un vrai héros. Il peut se montrer vénal à l'occasion, manquer de jugeote et de sagesse ce qui le rend facile à manipuler, et se montrer fort peu aimable avec son entourage. En outre, en dehors de ses missions, il n'a aucun scrupule à sécher le boulot pour aller flâner ou draguer la propriétaire du salon de thé du coin, Lucille, Obi-chan en VO. Le souci, c'est qu'il n'est pas seul sur le coup. Lucille est également draguée par le pizza chat bleu, Guidon en VF, Scassi en VO. Comme Toufou, c'est quand même un combattant hors pair, avec des techniques originales sur lesquelles on reviendra. Guidon est tout ce qu'est Toufou, mais en pire, puisqu'il est bien plus prétentieux, croyant à tort ou à raison, on ne sait pas, être le plus beau des deux. C'est jamais facile dans les animés japonais de faire la différence entre un personnage beau et un personnage moche. Là, c'est encore plus impossible que d'habitude. En tout cas, Guidon, le beau gosse autoproclamé, ne se contente pas de draguer Lucille, lui. Il drague vraiment toutes les filles qu'il rencontre. Sa cible principale reste quand même Lucille, au grand désespoir de Toufou, et à la grande indifférence de l'intéressé. Lucille, c'est comme Mio dans la saison 0 de Yu-Gi-Oh! Une jolie fille, trop égocentrique pour être sensible aux sentiments des garçons pour elle, mais tout de même ravie de profiter des services qu'ils lui rendent dans l'espoir de s'attirer ses faveurs. Ça doit être un personnage type d'animé japonais. Ah mais Lucille, elle a quelque chose en plus par rapport à ce personnage type. C'est une animaloïde. De ce fait, elle a fait installer dans ses cheveux des batteries de missiles qui explosent dès qu'elle éprouve une trop forte émotion. Malheureusement pour son entourage, elle est très émotive. Va finir par me rendre dingue, cette fille. Quoi? Non, j'ai rien dit. Non, je m'excuse, ne vous fâchez pas, j'en commencerai plus, c'est pour dire. Faut-il que Guidon et Toufou soient motivés pour draguer cette fille-là? De toute façon, Lucille n'est intéressée par aucun des deux. À la rigueur, en VO, elle s'intéresse un peu aux super-héros qui protègent la ville, de la même manière qu'on s'intéresse à une rockstar ou un acteur célèbre, mais vu qu'ils cachent leur identité civile dans cette version-là, elle est complètement indifférente au gars qui lui livre ses pizzas. La seule personne qui suscite son intérêt dans cette équipe, c'est plutôt la troisième membre des Samurai Pizza Cats, celle qui est habillée en rouge. Prulune en VO, Polly Esther en VF. Polly c'est le prénom, Esther c'est le nom de famille. Guidon a un nom à rallonge comme ça lui aussi, mais vu qu'il change d'un épisode sur l'autre, je vous embête pas avec. Tête dans le guidon, ou guidon tout court.
Un émule de Mary Poppins, il ne se sépare jamais de son parapluie. Je suis guidon de course, aux courses. Polly et Lucille sont amies. En tout cas, elles font les 400 coups ensemble. Par 400 coups, tu veux dire qu'elles commencent une carrière d'idole ensemble. C'est pas le seul élément de la série qui donne à croire que Lucille est proche de Polly, mais c'est le plus marquant. Le fait que Guidon et Toufou draguent Lucille énerve pas mal Polly. Déjà parce que c'est son amie et qu'elle a pas envie de voir des mâles concupiscents baver sur son amie. Ensuite parce que pendant qu'ils draguent Lucille, ils font pas leur livraison. Et enfin parce qu'ils ne loupent jamais une occasion de lui faire savoir que comparé à Lucille, elle est extrêmement moche. Ils sont pas les seuls à émettre ce jugement. Tous ceux qui rencontrent Polly, que ce soit en ninja ou en livreuse de pizza, estiment que c'est pas une fille séduisante. Compte ferré ma remarque de tout à l'heure sur la beauté dans les animés japonais. Cela dit, je pense pas qu'elle soit jugée comme ça à cause de son physique, mais plutôt à cause de son caractère. En effet, malgré ses shurikens en forme de cœur, Polly est loin d'être une mijaurée qui se trémousse en battant des cils et en simulant la fragilité pour séduire la jante masculine. Elle a un caractère bien trempé et aucunement l'intention de fermer sa gueule quand on la prend pour une quiche. Guidon, Toufou et l'ensemble des mâles d'Edoropolis semblant considérer que c'est inconvenant chez une femme, elle n'a aucun succès auprès des hommes. La série semble avoir estimé que c'était un gag suffisant à faire autour d'elle, parce que du coup, elle n'a pas d'autres défauts. Elle se préoccupe des autres, et sauf nécessité scénaristique, se montre tout à fait raisonnable dans sa conduite. Comme ses deux compagnons, elle est une combattante hors pair. Ils le sont tous. La série a beau n'avoir rien pris au sérieux, elle tient quand même à ce que ces personnages soient crédibles en tant que guerriers. Mais depuis tout à l'heure, tu les appelles les samouraïs Pizza Cat. Y a que le titre VF qui les appelle comme ça. Dans le corps de la série, en VF où ils n'ont pas d'identité secrète, les dialogues ne cherchent absolument pas à les faire passer pour des samouraïs, et ils appellent leur équipe comme je les ai appelés moi, les Pizza Chats. En VO, où ils cachent au grand public qu'ils sont livreurs de pizza, ils s'appellent les Nyanki. Ils donnent leur nom de groupe à chacune de leurs apparitions. Ah, leurs apparitions. Parlons-en de leurs apparitions. À l'instar des chevaliers de l'Outre-Monde, les Pizza Chats ont une devise qu'ils récitent à chacune de leurs interventions pour se présenter. Contrairement à celle des chevaliers de l'Outre-Monde, elle est nulle. たとえいかなる闇だとて払ってみせましょうこの愛で我ら正義と勝利の使徒秘密忍者隊 Donc, contrairement à la VF des Chevaliers de l'Outre-Monde, cette VF-ci ne l'a pas gardée. Les Pizza Chats disent juste des conneries aléatoires, mais jamais les mêmes quand ils débarquent. Eh oui, mauvaise nouvelle, on t'a encerclé sans que tu le remarques. Je trouve que ça mérite quelques applaudissements, pas vous? Merci. Nous tenons à remercier notre metteur en scène et notre coiffeur, ainsi que tous les techniciens qui restent dans l'ombre. Bisous. Mais bon, allez, ça suffit, on devrait arrêter de s'envoyer des fleurs, les gars. On a du pain sur la planche, je vous le rappelle. Oh, quel rabat-joie. Pizza du chef et brocoli. Le problème d'avoir supprimé cette devise, c'est que du coup, tous les gags autour du fait que Yataro tient à ce que la devise soit récitée, quelles que soient les circonstances, même s'il n'y a personne pour la voir, sont beaucoup moins drôles en VF. Sinon, le parapluie derrière lequel Guidon se cache pour son entrée en scène est réellement son arme. Il peut l'utiliser comme bouclier, ou s'en sert pour émettre des rayons chauffants en VF, aveuglant en VO. La flûte de Polly, quant à elle, est juste une flûte. Elle ne sert qu'à jouer une unique note au début de sa présentation, et seulement à ça. Les héros attendent l'épisode 31 sur 54 pour découvrir que, oui, elle est capable de jouer un air complet. Au début de la série, sa technique consiste à attirer ses ennemis à elle grâce à des électro-aimants cachés dans ses brassards qui s'activent quand elle fait des gestes aguicheurs parce que... Bon, de toute façon, c'est très vite laissé tomber. Ses principales armes sont des projectiles, shuriken ou bombes, qui sont en forme de cœur parce que... Bon, sérieux, décidez-vous, c'est une fille moche ou c'est l'atout charme de l'équipe à la fin? La technique de combat la plus classique est celle de Toufou. Il se bat au sabre. Il lui faut un temps de chargement, mais une fois qu'il est suffisamment vénère, il libère le deuxième sabre qui est caché dans son fourreau, et s'en sert avec son premier sabre pour libérer une vague d'énergie qui suffit généralement à mettre fin au combat en détruisant le robot du jour. Non, je déconne pas, c'est exactement ça. En français, le nom de cette attaque est Pizza du chef, poivron et brocoli. Pizza du chef, poivron et brocoli. Je valide. Une pizza du chef au poivron et au brocoli, c'est forcément une attaque mortelle. Et je rappelle qu'en VF, leur double casquette de justicier et de pizzaiolo est connue de tous. Ce qui a quelque chose de logique parce que franchement, leur costume de ninja et leur costume de livreur, c'est exactement le même. Non, quand ils sont en livreur, ils ont un tablier. La belle affaire. Comme tous les héros de dessins animés japonais, ils ont une scène de transformation, alors c'est particulièrement flagrant. Les pièces de leur costume civil sont progressivement remplacées par d'autres pièces de costume qui sont exactement les mêmes. Bah, en tout cas, ça marche. En VO, personne ne les reconnaît une fois qu'ils sont en costume. Enfoncé, Clark Kent. Mais puisqu'on en est à parler de la scène de transformation, elle fait partie d'une scène recyclée beaucoup plus longue de départ en mission. Mais pour en parler, il va falloir qu'on vous parle de l'opératrice qui supervise ce départ, Francine Otama en VO.
pas celle-là. En fin de série, on nous révèle, comme si c'était un twist, qu'elle n'est pas une opératrice terrain, mais carrément la chef du clan Yankee. Enfin, c'est pas un twist. Depuis le début, on constate que c'est elle qui leur donne leur paye, dirige la pizzeria et retient le montant des réparations pour les dommages collatéraux sur leur salaire. De qui se moque-t-on ? Dans un univers où il suffit d'enlever son tablier de livreur de pizza pour ne plus être connu, je ne m'étonne de rien. Blague à part, c'est aussi ça qui fait que la VF et la VO ne sont pas si différentes. Déjà en VO, le manque de cohérence et de précision de la série est tourné en dérision. Et les personnages eux-mêmes ne maîtrisent pas les codes de la série, comme on l'a vu avec la flûte de Polly, et comme on le voit avec le rôle de Francine au sein de leur groupe. Le fait que la VF ait une cohérence bancale parce qu'elle traduit librement la VO, ne l'éloigne pas tant que ça de l'état d'esprit de l'œuvre d'origine dans ces conditions. Bref, Francine. Généralement, c'est elle qui reçoit le coup de fil de Bourru pour informer les pizza chats de la mission du jour, qui consiste généralement à aller détruire le robot du jour de du sournois. S'ensuit une scène de départ en mission. Elle comporte un plan des héros entrant dans des passages secrets dissimulés dans les fours à pizza, puis une séquence d'eux traversant des tuyaux dans lesquels leur transformation en quelque chose d'identique à ce qu'ils étaient, mais sans tablier, va s'opérer. Cette séquence est plus ou moins longue selon l'épisode. C'est un peu comme la scène de départ en mission dans Code Lyoko qui peut inclure ou non le trajet vers l'usine selon les besoins de meublage de l'épisode. Ensuite, il y a le départ à proprement parler. Il consiste à entrer dans des capsules en forme de balles qui sont insérées dans le toit du restaurant en forme de canon de pistolet, puis Francine, depuis son ordinateur, commande le tir du pistolet et nos héros sont projetés hors du restaurant au prétexte d'une livraison express. Mais sans les capsules en forme de balles, qui ont disparu entre-temps, mieux vaut pas trop se demander comment ça marche, de toute façon c'est pas le sujet. Et là, on a généralement un plan sur une mère et son fils qui commentent le départ. Ah, la mère et son fils. Parlons-en de la mère et son fils. Non, parlons-en, mais pas maintenant, où on va encore s'embrouiller. On était sur Francine. Elle ne va jamais sur le terrain pour se battre, comme Jérémy dans Code Lyoko. Il lui arrive d'emprunter elle aussi le pistolet projecteur pour aller quelque part, mais c'est pour être à l'heure à son rendez-vous galant ou à une cérémonie de remise de récompense pour l'équipe des Yankees, donc ça compte pas vraiment. Mais on constate, les 2-3 fois où quelqu'un la cherche suffisamment pour l'énerver, qu'en matière d'arts martiaux, elle est tout aussi compétente que le reste de son équipe, même si elle n'est pas considérée comme une ninja. Oui, parce que, j'insiste, on a beau être dans une série comique qui fonde l'essentiel de son humour sur l'absurde, nos héros sont réellement badass. Leurs compétences de ninja sont mises en scène avec sérieux, contrairement à tout le reste. Avec sérieux. Leurs types d'attaques sont un peu chelous parfois quand même. Les gags impliquant le type d'attaque se raréfient au fur et à mesure que la série avance. Mais ce n'est pas le propos. Bien sûr qu'on est quand même dans une série comique, et les techniques utilisées seront comiques, mais elles ne seront jamais inefficaces. Le mieux pour le démontrer est de parler de l'équipe de réservistes des Yankees, les ninjas de secours. En effet, quand la situation dépasse l'équipe principale, ou nécessite une compétence très spécifique pour être résolue, Francine peut faire appel à l'un des membres d'une équipe de réservistes, pizzaiolo dans d'autres pizzerias de la ville, chacune équipée d'un toit en forme de canon pour être envoyée au combat. Ces ninjas de secours sont les personnages dont la VF a le plus de mal à trouver un nom qui reste constant d'un épisode sur l'autre. Du coup, appelons-les le chat qui creuse, le chat qui vole, le chat qui tire au canon, et le chat qui aspire de l'eau quelque part pour pouvoir la rejeter autre part. Et nage. Ce qui est le comble pour un chat. Le chat aquatique. Ces compétences donc sont plus ou moins incongrues, mais elles sont toujours appropriées à la situation, donc utilisées sérieusement. Soit dit en passant, ces ninjas de secours sont remarquables par leur humilité. À part dans un épisode où on leur donne l'occasion de devenir l'équipe principale et où même s'ils ne l'ont jamais réclamé, ils sont plutôt ravis de cette opportunité de faire leur preuve, ils ne manifestent jamais de jalousie envers l'équipe principale, ni de dépit vis-à-vis du fait de rester sur la touche jusqu'à ce que leurs compétences spécifiques soient nécessaires. Comme on les voit moins, ils ont moins l'occasion de montrer aux spectateurs les travers de leur personnalité, donc ils apparaissent comme des modèles d'intégrité, de courage et de dévotion. Donc ils ne seront jamais vraiment au centre d'un gag. Si, tout de même. Quand ils sont tous les 4 sur le terrain ensemble, ce qui arrive rarement, et plus en fin de série, ils peuvent détacher des pièces de leur équipement personnel et les assembler pour fabriquer de nouvelles armes, selon différentes combinaisons possibles. Et ça a beau se révéler efficace, le narrateur tient à souligner que c'est le design d'armes le plus moche qu'il ait jamais vu. Je suis quand même un peu d'accord. Tout ça pour dire que, oui, la série base parfois son humour sur l'incongruité des techniques utilisées par les Yankees pour se battre, mais elle tient à prendre au sérieux le fait que les Yankees sont des ninjas, leurs adversaires aussi, et qu'ils sont réellement dangereux les uns pour les autres. La partie shonen est sans doute la seule chose que la série prend très vaguement au sérieux. En tout cas, la partie qui consiste à s'entraîner pour devenir plus fort que son adversaire. Et à acquérir de nouveaux pouvoirs et de nouveaux équipements à la saison 2 pour renouveler le concept. Oui, mais non. Mais oui, mais non.
Passé le premier quart de la série, les Nyanki atteignent leurs limites, à la manière dont Goldorak finit par atteindre les siennes face aux forces de Vega, justifiant les améliorations qu'on lui apportera en le combinant avec de nouveaux appareils. Les Nyanki doivent donc accroître leur puissance de feu et vont donc voir le professeur Gurulu, Nekomata en VO, scientifique officiel du clan Nyanki, pour obtenir les améliorations nécessaires. Ça, c'est la partie sérieuse. La partie gaguesque, c'est que le professeur est en fait un gros arnaqueur incompétent, et pervers en VO, qui se fait passer pour un vieux sage alors qu'il est incapable de concevoir quoi que ce soit qui marche. Alors qu'il s'apprête à faire la démonstration de ses inventions inefficaces aux Nyanki, ces derniers découvrent par hasard, ou parce que c'est le destin, un super robot magique héritage du clan Nyanki, qu'ils prennent du coup pour l'invention du professeur. Ce dernier se garde bien de les démentir, et bénéficiera de la reconnaissance imméritée de nos héros jusqu'à la fin de la série. C'est un peu comme le ski de Bladnir dans Code Lyoko que les héros obtiennent dans la saison 4 parce que leurs anciennes compétences deviennent insuffisantes. Sans blague, ça suffit les références à Code Lyoko. En plus là, ça n'a vraiment rien à voir. Je vais devoir sévir. Nota bene, quand la soif de justice de Chuki dépasse ses limites, elle brise le sceau de son pistolet enchanté, Magico Gono, libérant ainsi une puissance phénoménale. Série du chef, Marisu et suite après fin fermée. Quoi qu'il en soit, grâce à leur nouveau robot magique, nos héros ont désormais accès à de superbes armures volantes qu'ils enfilent quand la situation devient beaucoup trop désespérée. Les quatre coins de l'univers, quand triomphe le mal. Quand la situation devient beaucoup trop désespérée, littéralement. Quand les héros sont à terre, l'épée de Toufou émet un signal de détresse qui déclenche le réveil du robot automatiquement. À une exception près, qu'on a peut-être mal interprété, il n'est pas possible d'invoquer le robot volontairement sans être en danger. Au point que le jour où elle essaye de le faire venir exprès, Polly est obligée de faire mine de tuer Toufou avec sa lame. À son apparition, le robot géant sert surtout à cracher les armures volantes sur les héros. On dirait des Gundam en chibi, non? Mais si l'enfilage d'armure ne suffit pas à résoudre la situation, alors le robot géant se transforme en Megazord et se pose pour que les héros puissent continuer le combat en se mettant à ses commandes. C'est généralement Polly qui le pilote. Toufou n'arrive jamais à entrer dedans car il est toujours distrait par pur hasard pendant le laps de temps où la porte pour entrer dans le robot est ouverte. C'est tellement fortuit à chaque fois qu'on se dit que vraiment, Toufou ne pilotera lui-même le robot qu'au dernier épisode et dans des circonstances exceptionnelles. Spoiler, c'est exactement ce qui se passe. C'est à peu près au moment où ce robot géant fait des apparitions régulières dans la série que les ninjas de secours commencent à faire leur jeu de mécano pour fabriquer une super arme en assemblant les pièces de leur équipement. C'est l'équivalent. Si on a fini de présenter les Nyanki, est-ce qu'on peut revenir à la mère et son fils maintenant? Oui. La mère et son fils sont très représentatifs du gros délire qu'est la série et de combien elle ne se prend pas au sérieux. Cette mère et son fils, donc, sont les figurants qui lèvent les yeux au ciel quand les pizzachas sont lancés au pistolet dans les airs, commentent le fait que les pizzachas sont lancés au pistolet dans les airs et... c'est tout. C'est juste ça. Mais c'est ça dans les 5-6 premiers épisodes. Juste assez longtemps pour qu'on s'habitue à la répétition. C'est pas vraiment un gag à la base, plus un rituel de la série qui satisfait par sa répétition. C'est une différence quand même entre la VO et la VF. Comme on l'a dit, par exemple, la VF ne traduit pas la devise des héros et préfère mettre un dialogue inédit à chaque fois. La VO, en revanche, aime bien se constituer une collection de rituels qui ne sont pas forcément comiques en soi, mais qui créent une connivence entre la série et le spectateur. À part la mère et son fils, il y en a deux autres. Un oiseau nommé Zekuchu, autruchot d'après le sous-titre, qui, après l'épisode où il était la créature à capturer pour sauver le shogun, réapparaît régulièrement dans le cadre pour pousser son cri, Zekuchu, et disparaître, sans qu'il y ait de raison spéciale, juste comme ça. Et une espèce d'autruche, Scheuner en VO, qui était le robot du jour des méchants dans un épisode et avait en principe été détruit, mais qui, comme Bip Bip, traverse l'écran en courant, déclenchant un coup de vent qui perturbe la scène, et sans raison spéciale non plus, juste comme ça. Ces personnages caméos ne sont pas drôles en soi, la récurrence de leur apparition est juste amusante. Mais ça ne restera certainement pas amusant pendant 54 épisodes. Alors passé le premier stade d'accoutumance, en VO comme en VF, la mère et son gamin commencent à commenter le fait que tout de même ils ont pas mieux à faire de leur vie que rester dehors le nez vers le ciel à guetter des livreurs de pizza qui s'envoient en l'air pour faire un commentaire, que le père du gamin les attend à la maison depuis plusieurs jours sans qu'ils rentrent, occupés comme ils sont à faire leur travail de guet, et que bon, c'est quand même un peu triste que ce soit leur seul rôle dans cette série. La mère commence donc à envisager des stratégies pour rendre leur passage à l'écran plus marquant. D'abord, imiter des personnages plus populaires de la série. Ça marche pas. Donc elle envisage de s'en prendre aux personnages caméo concurrents, plus précisément à Scheuner, qu'elle tente de capturer pour monter sur son dos et attirer un peu plus l'attention. Elle met plusieurs épisodes à y arriver. Elle fait également des blagues sur les règles de la série.
ses efforts finissent par payer, puisque dans un épisode tardif où Francine doit être tirée au pistolet en même temps que les autres pizzachas, consécration, c'est la mère et le fils qui déclenchent le tir. Malgré cette récompense, ils continueront à essayer de tirer la couverture à eux jusqu'à l'épisode de fin, où ils débarqueront carrément en pleine scène dramatique parce que, je cite, c'est le dernier épisode, donc leur dernière chance d'être vus. Cette mère et cet enfant n'ont pas de nom dans la VF. Ils n'ont pas de nom dans la VO. Ils ont un nom dans l'artbook officiel. Ils répondent visiblement au nom de Itsumono Oya et Itsumono Ko. Et encore parce que si on en croit nos sources, ça voudrait juste dire le parent d'habitude et l'enfant d'habitude. Mais appelons-les la mère et son fils parce que c'est leur seul nom dans la série. Enfin, ne les appelons plus, parce que je crois qu'on a dit tout ce qu'il y avait à dire sur eux, et qu'il est peut-être grand temps de parler des méchants de cette série, les corbeaux guerriers, le clan Karakara en VO. Ils sont autant développés que les gentils, et s'ils ont des sbires anonymes, ce que les gentils n'ont pas, ils ont surtout aussi l'équivalent des réservistes, et l'enjeu de devoir s'améliorer pour surpasser les pizzachas. Le clan Karakara est sous les ordres de son doyen, Dekati, mais celui-ci reste généralement au château avec du sournois pour fomenter des stratégies. Le chef des opérations sur le terrain, c'est lui, du Crochu, alias Karamaru en VO, alias le véritable héros de cette série. Je suis sérieuse. Du Crochu est un serviteur dévoué qui attend dans l'ombre les ordres de son maître, littéralement puisqu'il se cache dans les combles au-dessus de la chambre du sournois en attendant ses consignes. Il fait surtout ça au début. On le revoit le faire parfois ensuite, mais c'est un code dont la série se lasse vite. Du Crochu n'a pas spécialement de scrupules à exécuter les ordres qu'on lui donne. Mais il est honorable, il a le sens du devoir, il est intelligent, raisonnable, et s'il a l'occasion de travailler honnêtement dans le cadre d'une de ses missions, il y prend plaisir. Bref, c'est un type sympa, mais engagé dans le mauvais camp, façon Graft dans Fantôme 2040. Du Crochu a deux motivations pour rester au service des méchants. La première, c'est qu'il est d'une loyauté sans faille envers son clan, et celui-ci suivant Dekati au service de du sournois, il obéira toujours aux ordres de du sournois, qu'il les approuve ou non. Son respect des règles est tellement inaltérable que le jour où il a une occasion de modifier le passé pour empêcher du sournois et Dekati de se rencontrer, il y renonce parce que ce ne serait pas raisonnable. Alors même que les héros de notre série, eux, n'ont pas ces scrupules. Sa deuxième motivation, c'est Tofu. Tofu est loin d'être très admirable en tant que personne avec sa moralité relative, mais en tant que combattant, il constitue une espèce de sommet que du Crochu, en bon héros de shonen qu'il est, rêve d'atteindre et de dépasser. Être au service de du sournois lui donnant l'occasion d'affronter son adversaire de prédilection, il n'est pas question de quitter ce service, même pour réaliser son rêve de se marier et d'ouvrir une pizzeria, avant d'avoir atteint ce but ultime, vaincre Tofu. Par contre, il a bien compris que vaincre Lucille, c'est totalement hors de sa portée. Avec ses batteries de missiles dans la tête, elle lui fiche une peur bleue. Remarque, la partie de la fin qui a été censurée en VF lui donnerait plutôt raison. Le parcours personnel de du Crochu est la sous-intrigue que la série prend le plus au sérieux parmi toutes ses sous-intrigues, pour ne pas dire la seule que la série prenne réellement au sérieux. Au point que pendant le double épisode de milieu de série qui fait avancer cet arc, les personnages s'étonnent que le narrateur ne fasse pas ses commentaires habituels, symptôme qu'on est dans une situation plus grave que d'habitude. Comme la fin de la série est centrée également là-dessus, on peut limite considérer que c'est l'intrigue principale et que du Crochu est le véritable héros. Le double épisode de fin est la conclusion parfaite pour la série, avec un enjeu légèrement plus grand que d'habitude, mais pas mis en scène trop sérieusement quand même pour ne pas contraster avec le reste. En tout cas, la fin prend soin de tenir toutes les promesses faites au fil de l'eau dans les épisodes. On s'est demandé si on avait le droit de le préciser dans la vidéo, mais ça nous semble une qualité importante à relever, donc précisons-le. Oui, à la fin de la série, Tofu pilotera le robot géant, du Crochu aura une rédemption, et Dekati et du sournois se marieront. La relation entre Dekati et du sournois, comme nous le disions plus tôt, est présentée comme une intrigue amoureuse sans la moindre ambiguïté dans les deux versions. Mais cet aspect des choses est introduit progressivement. C'est aussi une tendance de la série, commencer par des situations basiques et simples, puis mettre progressivement l'accent sur des détails qui s'insinuent tout seuls au fil de l'eau et qui sont susceptibles de plaire au public. C'est le cas avec la mère et son fils dont on a déjà décrit l'évolution, c'est le cas du Crochu qui débute comme un personnage très effacé car intermédiaire entre les grands méchants et les sbires, mais s'affirme au fil de l'eau comme plus ou moins le vrai personnage principal, et c'est le cas également de la relation entre Dekati et du sournois. Au début de la série, ils ont des interactions classiques de grands méchants et sbires principal. Ces interactions deviennent de plus en plus tendres au fur et à mesure que la série se rend compte qu'on va vers ça et que c'est drôle. On ne sait pas si ça s'est imposé au fil de l'écriture ou si ça a été fait en réaction aux attentes du public. Comme je viens de le dire, cette façon de faire est une tendance générale de la série. Et à partir de l'épisode 15, la VO fait de temps en temps référence au courrier des fans. S'il y a un courrier des fans, il y a peut-être eu des ajustements d'écriture en réaction à ce courrier. Et c'est peut-être ce qui fait que le gag de la mère et son fils a évolué comme il a évolué, que du Crochu a pris de l'importance en accord avec la fascination du public pour sa dignité et sa rigueur, et que la relation de Dekati et du sournois est devenue plus explicite. En tout cas, ça évolue. Ça va des manifestations d'attirance non assumées aux phrases typiques de couple. Et si on faisait une petite dispute pour attirer l'attention? Oh non, pas ce soir, j'ai trop mal à la tête. Et la VF
loin d'essayer d'escamoter ça, le souligne et va même jusqu'à rendre plus compréhensibles les passages romantiques qui étaient incompréhensibles en VO. Qu'est-ce que tu as contre le fait que je sois romantique? Rien du tout, tenez la preuve. C'est la Saint-Valentin, je vous ai apporté des bonbons. C'est le mois prochain, la Saint-Valentin. Je sais, mais je pouvais pas, ton chef. Je vénère le sol sur lequel vous marchez. Cathy, est-ce que ça veut dire ce que je pense que ça veut dire? L'amour quand tu nous tiens. Du Sournois lui-même, Seymour du Sournois d'après la VF, je le précise ici parce que sinon je vois pas quand je pourrais, évolue tout au long de la série. Au début c'est un méchant assez classique, riche, élégant, sournois comme son nom l'indique, et son gimmick est surtout d'exploser littéralement de colère quand il perd. Il se flandérise le long des épisodes, et son élégance devient un goût pour le travestissement, puis carrément on voit qu'il joue les geishas dans des salons de thé pour arrondir ses fins de mois, c'est-à-dire en fait amortir le coût des robots détruits par les gentils. Et c'est là qu'on se dit que vraiment, Exantro n'avait rien d'efféminé comme personnage de méchant. J'aimerais beaucoup présenter Tenaka du Sournois pour qu'il voit ce que c'est réellement qu'un personnage d'Okama, quoi que signifie ce terme au fond. Les Chevaliers de l'Outre-Monde et Samurai Pizza Cats cherchent sans doute à se baser sur les mêmes clichés de méchants, mais Samurai Pizza Cats a mieux su rendre ces clichés lisibles. Ce n'est pas le seul point commun entre les deux séries. Comme les Chevaliers de l'Outre-Monde, Samurai Pizza Cats a une narration. Contrairement aux Chevaliers de l'Outre-Monde, la VF a gardé cette narration. Oui, mais ça on l'a déjà dit. Ce qu'elle n'a pas gardé en revanche, c'est qu'il n'y a pas un mais plusieurs narrateurs. Plus exactement, il y a le narrateur en voix off qui commente l'action et se dispute occasionnellement avec les personnages, et il y a 2-3 petits professeurs à barbiche qui viennent de temps en temps faire des explications sur les éléments de background de l'univers, façon sketch explicatif du petit chef. Ces bouts-là ont la plupart du temps été coupés en VF. Les adaptateurs n'en voyaient sans doute pas l'intérêt. Aucun de ces petits bonshommes barbichus n'est le narrateur principal, car le narrateur principal, on l'aperçoit en VO dans un épisode quand la princesse Violette décide de l'envoyer en exil. Il a une vraie tête. Non, ça n'a aucun sens. Cet univers met un point d'honneur à n'avoir aucun sens. La principale règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Déjà à l'époque, c'est censé être l'équivalent d'un Japon médiéval. Du Sournois est obligé de se faire importer un micro-ondes de l'étranger car les habitants des Doropolis ne savent pas ce que c'est, mais les héros ont des fours à pizza modernes, et à part ça, ils construisent des robots géants, marchent à pile ou à énergie solaire, partent aux États-Unis du XXe siècle, ont des quartiers jeunes, des métros et des centres commerciaux, sont des robots mais mangent des pizzas, ont un squelette et peuvent enlever leur armure mais ne les enlèvent jamais, et le Père Noël existe mais il est... humain. Contrairement à tous les autres habitants de cet univers. Et humain dessiné, pas humain en photo comme le narrateur. Alors, l'époque est quand même datée. La VO précise qu'on est en 1991 de l'ère Mecha, vu que la série date de 1991. Et puis, il n'y a peut-être pas de règles, mais en tout cas, il y a une continuité. Non seulement la série a une vraie fin, mais si dans un épisode, les méchants précisent qu'ils espionnent le reste de la ville grâce à des cigales mécaniques munies de caméras, dans un épisode suivant, on verra l'une des cigales. Si du crochu décide de partir s'entraîner quelque temps pour devenir capable de vaincre Toufou, on passera réellement quelques épisodes sans lui. Et je parle pas de la sous-intrigue de la mère et son fils qui essayent de monter sur le dos de Shiner pour rendre leur passage à l'écran plus marquant. Ah oui, cette sous-intrigue très importante. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a assez peu d'éléments suivis dans cette série, mais que ceux qu'ils sont le sont tout à fait sérieusement. Malheureusement, c'est un aspect que la VF n'a pas pris au sérieux, comme tout le reste. Mais la différence, c'est que c'est un élément que la VF a eu tort de ne pas prendre au sérieux. Ces éléments de continuité ne sont pas du tout mis en valeur, voire sont escamotés en français. Ces éléments de continuité sont d'autant plus plaisants qu'ils n'étaient pas indispensables. On n'en attendait vraiment pas autant d'une série qui n'est qu'humour à l'état pur. C'est dommage que la VF n'ait pas su conserver cette rigueur inattendue. L'humour fonctionne parce qu'il n'est pas forcément mis là où on l'attend. Les gags ne sont pas basés sur l'incompétence des héros, qui sont très compétents, et ont même des compétences invraisemblables et absurdes, mais sur leurs travers moraux, qui semblent d'autant plus incongrus que le seul personnage à avoir des valeurs est un méchant. De la même manière, ce n'est pas l'absence de continuité qui est drôle, mais le fait qu'une succession de situations absurdes se produisent, de façon si décomplexée que l'épisode en devient parfois complètement incompréhensible, dans un univers qui s'efforce pourtant de rester vaguement cohérent sur les détails donnés dans les dialogues. À défaut de conserver la cohérence, la VF a par contre fait de modestes efforts pour préserver tout de même ce paradoxe. On y reviendra. Après, on s'attend quand même à ce que la série soit une parodie, et multiplie les références à d'autres œuvres. Et c'est bien ce qu'elle fait. Non seulement elle reprend les clichés du genre, avec la scène de transformation, qui est d'autant plus comique qu'elle consiste à enfiler une tenue identique à la tenue civile, et de départ en vaisseau, d'autant plus comique qu'il n'y a pas de vaisseau dans lequel décoller, mais les designs des robots envoyés par du Sournois sont vraisemblablement des caricatures. Nous n'avons pas toujours identifié de quoi ils sont les caricatures, mais on peut d'ores et déjà vous affirmer que les pizzachats auront à affronter Mr. T et Edgar de la Cambriole. Et le cosplay de Ken le Survivant arboré par du Sournois dans l'épisode du casting, on en parle ? Le reste des gags, ce qui ne consiste pas à mettre en scène des situations absurdes ou à faire des références, consisteront à insérer des éléments random pour créer la surprise et le questionnement. Les interventions de la mère et son fils, de Choiner et de Zekuchu seront dans cette catégorie de gags, mais on peut avoir des choses un peu plus subliminales, comme cette image de Marilyn Monroe pour illustrer un choc. Non, demandez pas, j'ai pas compris non plus.
C'est bien pour ça que les déconnades de la VF, si loin qu'elles puissent aller, ne trahiront jamais l'esprit original. L'esprit original est d'être un gros et interminable délire. Du moins ce que nous percevons de l'esprit original à travers les sous-titres, vu que désolé, nous ne parlons toujours pas japonais, déjà que nous avons du mal à apprendre l'allemand. Les DVD contiennent la VO et la VF, ce qui est rare pour les séries de cette époque, donc nous avons eu la chance de voir la VO avec des sous-titres qui se sont efforcés de retranscrire les blagues dans une version qui parle au français. Pour vous donner un exemple, dans l'épisode 48, Tofu est attaqué par un requin et il fait une référence au film Les Dents de la Mer en VO. On le sait parce que, même en ne parlant pas japonais, on l'entend très distinctement prononcer le mot Jaws, qui est le titre original du film qu'on utilise aussi pour désigner le requin lui-même. Le traducteur qui a rédigé le sous-titre a traduit ça par « Il a les dents de ma mère », ce qui n'est sûrement pas ce que dit Tofu en VO, mais nous informe que là, il y a une blague sur ce film-là. De la même manière, dans l'épisode 45, héros et méchants sont aspirés dans un vortex temporel, et Dekati fait un commentaire que le sous-titre a traduit par « Ils sont partis dans les couloirs du temps ». Ce n'est sûrement pas ce qu'il dit en VO, les visiteurs étant de toute façon sortis 3 ans après Samurai Pizza Cats, mais de nombreuses années avant le DVD et ses sous-titres. Mais on devine qu'il y avait là une référence amusante que nous n'aurions pas comprise en l'état. Vu le degré d'effort investi dans la traduction pour les sous-titres, nous sommes plutôt confiants quant à leur fidélité à l'état d'esprit original. Et donc revenons sur le doublage VF. Comme on l'a dit, il est loin d'être aussi dépaysant par rapport à la VO que peut l'être la VF des Chevaliers de l'Outre-Monde par rapport à sa VO. Il faut croire qu'il n'y a rien dans la série qui puisse paraître inapproprié pour un public occidental. Oh, on censure l'ébriété en la faisant passer pour les effets du glutamate de sodium, et on coupe quelques gags de tentacules, mais le langage, lui, n'est franchement pas censuré. Tu ne manques pas de culot, espèce de sale bâtard! Pas de gros mots. En outre, on respecte globalement le scénario des épisodes, enfin, ce qui tient lieu de scénario des épisodes. C'est surprenant, sachant que la version américaine sur laquelle se base la VF est réputée avoir été faite sans les scripts de la VO, et donc inventée de A à Z à partir des images. Mais je le répète, si des données factuelles se perdent totalement entre la VO et la VF, par exemple, les seigneurs de la cour du shogun deviennent des commerçants dans l'épisode 1, et si des détails changent radicalement entre les deux versions, le sens général du récit et des dialogues les plus importants est respecté. C'est les blagues qui sont souvent différentes. Les références faites par la VO ne sont pas toujours très reconnaissables pour un public occidental, alors la VF fait les siennes de son côté, évoquant Sean Connery ou Sylvester Stallone à tout va. Clint Eastwood dirait jamais une bêtise aussi grosse. Oui, ça conviendrait mieux à Sylvester Stallone. Elle joue aussi avec le registre de langage et les calembours. Et quelques instants plus tard, il n'hésite pas à mettre humblement la pâte à la pâte, quand tout à coup une idée lui traverse l'esprit. Je suis bonne pâte, c'est moi qui le fais moi-même. Elle enlève peu, ajoute beaucoup, mais rien que des trucs qui renforcent le délire plutôt que de le changer. Et du coup, Samurai Pizza Cats, faut le regarder en VF ou en VO? Ben paradoxalement, je dirais quand même VO. Pas que j'aime pas la VF, je l'adore. Mais étant donné que cette VF reste relativement proche de la version d'origine, il est pas forcément indispensable de regarder la série 2 fois comme tout le monde nous l'a dit. Ça vaut davantage le coup pour les Chevaliers de l'Outre-Monde. Et quitte à ne regarder qu'une version, je suis pas sûr que les blagues ajoutées par la VF, si hilarantes qu'elles puissent être, vaillent la peine de se priver des éléments de narration, de cohésion et de world building qui ont été retirés en contrepartie. Tu me surprends beaucoup. Pour ma part, je recommanderais la VF, et chaudement. D'abord, les blagues y sont plus abondantes, ce qui est plus approprié dans une série comme ça. Elles sont plus second degré et plus subtiles, là où les blagues de la VO sont souvent davantage premier degré, comme c'est souvent le cas dans les animés japonais. Et elles sont drôles, authentiquement drôles. Regarde là, homo, c'est incroyable! Polly peut sauter plus haut que la tour Eiffel! Tiens, je ne savais pas que la tour Eiffel pouvait sauter. Ensuite, il y a une sous-intrigue de plus en VF, si on peut dire. C'est que les personnages se présentent comme des acteurs qui jouent dans une série animée, et parlent fréquemment du staff et de la production, d'où toute une panoplie de gags filés sur plusieurs épisodes, en lien avec le fait que les personnages eux-mêmes et le narrateur trouvent que la série est débile et a un scénario lamentable auquel on est obligé de se conformer parce qu'il est écrit par l'oncle de Guidon. Comment il a fait, Batcha, pour déclencher la mise à feu? Tu n'as pas compris qu'il se moquait éperdument de ce genre de détails dans ce dessin animé? Mais qui est-ce qui écrit toutes ces âneries? L'oncle de Guidon. C'est pas que ce soit totalement absent de la VO, on a parlé de la mère et de son fils qui veulent avoir un rôle plus central dans la série. Mais c'est beaucoup moins appuyé que dans la VF, et surtout ce n'est jamais pour dénigrer la série façon les clés de bagnole comme en VF. Bien que tout le mérite de la débâcle de Ducrochu revienne à Superchat, c'est tout fou qui a décroché le contrat avec les sponsors pour la mise en vente et la distribution de tous les produits dérivés habituels à ce genre de série. Les badges, les t-shirts, les porte-clés, etc., etc., etc. Donc, par obligation contractuelle, nous sommes forcés de faire tout un fromage sur lui à la fin de chaque épisode. Prenez votre mal en patience. Il faut bien remplir les tiroirs caisses. Donc ça manque en VO. Ok pour le scénario écrit par l'oncle de Guidon, mais en contrepartie de ce fil rouge ajouté, on retire ceux qui étaient en VO. À part dans le cadre de ces gags, la VF tient très peu compte des épisodes précédents et dit souvent n'importe quoi quand il s'agit de faire référence à des choses qui se sont passées avant. Sauf sur un détail. La VF semble beaucoup tenir à dire que le parapluie de Guidon est un parapluie chauffant, malgré le fait qu'il ne sert quasiment jamais, et que c'est flagrant que c'est pas du tout un parapluie chauffant. C'est quand même dommage, comme on l'a dit, que la VF n'ait pas pu, su ou voulu respecter la cohérence de la VO. Et puis, la surabondance de calembours du narrateur et l'humour façon les clés de bagnole, ça a tendance à s'atténuer passé les premiers épisodes. Donc cette
plus-value de la VF s'amoindrit au fur et à mesure que la série avance. Une dernière chose à dire sur la différence entre VO et VF. Il y a dans cette série des épisodes des images recyclées. Plusieurs. Certains sont assez classiques. On trouve un prétexte pour faire regarder aux méchants des vidéos d'événements qui se sont produits aux épisodes précédents, filmés grâce à des cigales mécaniques si vous avez suivi, et le leur faire commenter. En fait, le prétexte est le même à chaque fois, puisque du sournois a toujours intérêt à regarder les vidéos de ses combats avec les pizzas chats pour réfléchir à quelle stratégie pourrait marcher contre eux. Contrairement à d'autres épisodes du même genre dans d'autres séries, ça sert même à faire avancer l'intrigue. Ça donc, c'est en gros la même chose en VF et en VO. Mais il y a aussi des épisodes intégralement constitués d'images recyclées d'autres épisodes, remontés ensemble avec de nouveaux dialogues. De ces épisodes-là, il y en a 3 en VO et 1 en VF. Mais ce sont pas les mêmes. Un de ceux en VO est basé sur le même principe que ceux susmentionnés, mais sans les images de Dusournois et sa clique regardant leur écran, qui sont juste en voix off. Les autres, VF comme VO, sont très durs à suivre. Celui de la VF a l'air d'avoir été écrit par ChatGPT. Pizza ChatGPT. C'est une série sur des chats ninjas qui font les pizzas YOLO entre deux bastons avec des corbeaux et des robots géants. Pizza ChatGPT n'aurait pas pu l'inventer. Dans n'importe quelle autre série, un épisode absurde constitué entièrement d'images recyclées est déstabilisant. Dans Samurai Pizza 4, c'est juste la routine habituelle, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut dire aussi bien de la VF que de la VO. Donc peu importe les différences qu'il peut y avoir entre les deux, quelle que soit la version que vous choisirez de regarder, vous passerez un excellent moment. Pour avoir osé être à ce point insensée, décomplexée, pétillante et inventive, Samurai Pizza 4 mérite qu'on s'en souvienne. Samurai Pizza 4. Quand les corbeaux guerriers envahissent le quartier, on fait appel à qui pour sauver les enfants?